Et si la meilleure opportunité financière du moment n'avait strictement rien à voir avec la technologie, les investisseurs adorent les paillettes, SpaceX, etc. Vous le savez, mais la richesse se crée souvent dans l'ombre. Bienvenue dans Why Not, mon émission où on va parler des entreprises des côtés oubliés, mais qui pour moi ont des fondamentaux en béton. C'est l'heure de le regarder là où personne ne regarde. Et j'ai créé ce format pourquoi j'avais mon format top 3 des actions, mais le problème c'est que comme vous avez deviné, un top 3, vous n'avez que 3 entreprises. Et pour moi, même si on a un Nasdaq comme on peut voir ici, à moins 3% de son ATH et 2% pour le S&P 500, on a encore pas mal d'entreprises qui sont décotées et qui sont un petit peu passées sous les radars de la tech, et du AMD et du ASML, etc. C'est d'excellentes sociétés, enfin surtout ASML, mais bref, vous avez énormément de sociétés qui drivent tous les indices, mais pour moi, il y a encore pas mal de marchés à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Merci pour ceux qui l'ont fait, on est déjà 744 sur la chaîne, on vise les 1000 abonnés avant le mois d'août, donc donnez-nous de la force. N'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo sur Nvidia où je débriefe la keynote. Nvidia a frappé encore très très fort, c'est passé pareil sous les radars, personne n'en a parlé. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord, à me suivre sur X, Instagram, Facebook, bref, me soutenir sur les réseaux, ça fait énormément plaisir. Et nous, on est parti les amis, on va parler directement première société qu'on fait dans ce nouveau format Why Not, on va parler de Beurre. Pourquoi on va parler de Beurre? C'est que niveau valorisation, on va le voir, Beurre est assez attractive. On va faire un petit tour sur le quantitatif et on ira voir un petit peu la valo après. En termes de revenus, on nous annonce, en tout cas les analystes nous annoncent une croissance du chiffre d'affaires quasiment de 12% par an jusqu'en 2030. On voit qu'on a quand même une décélération par rapport, hop, on va dézoomer ici, par rapport aux 13% en CAGR sur, de 2022 à 2025. On va avoir une décélération un petit peu des revenus, mais quand même 11%, ça reste très correct. En termes de bénéfices, on nous annonce une petite baisse des bénéfices par rapport à 2025 sur 2026 et après une reprise progressive. Et sur les bénéfices, c'est un petit peu plus sympa quand on passe cette année 2026 et on aurait une croissance de 20% en CAGR, des BPA par action sur Uber et des free cash flow qui sont quand même pas si mauvais que ça. Et on va aller le voir ici. On a un flux de, enfin les operating cash flow, donc le capex moins, enfin le, comment dire, les operating cash flow et les free cash flow, c'est on enlève tout simplement le capex. On voit qu'on est en double digit depuis 2022. Alors bien évidemment, on n'avait pas d'operating free cash flow, on avait une boîte qui ne gagnait pas quasiment d'argent avant. Et là on a une boîte qui est passée rentable à partir de 2022 et on est sur vraiment une accélération de dingue. Donc 44% en 2022, 458% en 2025. Et enfin 2023, pardon, 2024, 100% de croissance et 2025, 41% sur les operating free cash flow. Donc on est sur une boîte qui n'est clairement pas en train de décélérer en termes de croissance des operating free cash flow et même des free cash flow en général. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vous avez des croyances, etc. en Uber? Bien évidemment, je ne fais aucun conseil financier. Prenez vos pinces, prenez vos thèses d'investissement, faites vos thèses d'investissement, prenez des pinces salades, mais vraiment faites vos recherches parce que à chaque fois que vous allez voir une vidéo, vous allez être tenté d'acheter une action, etc. Mais parce que bien évidemment, toutes les actions, notamment quand elles sont décotées, sont un petit peu sexy, etc. Mais vous avez aussi du value trap, etc. Faites attention à vous, protégez-vous. Et j'ai pas envie de vraiment de faire ce why not en mode, comment dire, tier list. Je trouve que ça apporte aucune valeur ajoutée de faire des tier lists. C'est prendre les gens pour moi un peu pour des teuteux. On n'est pas là pour parler des 3 persos de League of Legends les plus cheatés ou les 4 personnages de Dragon Ball Z. On est là pour parler investissement. Donc j'ai pas envie de faire un classement à tiers, S tiers, machin truc, mais et il est à peau de mes rouleaux. Mais clairement, pour moi, Uber est très intéressante maintenant. Le fret, je crois que j'avais regardé en termes de croissance, c'était pas terrible, hein. On est sur du 5 milliards en termes de revenus en 2025. Et là, on est sur du 5 milliards aussi. Et on va passer sur 2023. On est sur du 5 milliards. Donc, ce segment de revenus n'a quasiment pas de croissance. On est vraiment sur de la mobility et du service de livraison qui gagne beaucoup d'argent. Mais les livraisons par camion du frérot Uber Technologies ne rapporte, enfin ne croit pas dans le temps. Donc à voir un petit peu s'ils sont capables de changer ça au futur. Sinon après, en point négatif, ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'on a quand même quelques operating free cash flow. Et ça me fait chier un petit peu clairement. On est sur du 19% de rémunération en action par rapport au free cash flow. C'est pas, comment dire, c'est pas rien du tout. On a quand même une marge nette qui augmente. Donc ça c'est très bien. On a des retours sur capitaux qui sont pas si mauvais que ça. Je crois qu'on a un petit peu de rachat d'actions. Bref, on va passer côté valorisation, les amis. Sinon, on n'aura pas le temps de faire toutes les sociétés assez vite.
Ça s'achète 16 fois les bénéfices, 19 en forward, hein. Pourquoi? Parce qu'on attend une baisse un petit peu des BPA pour au moins 2026 et après une reprise légère. Donc à voir si reprise il y a, hein, parce que pour l'instant, et voir si baisse aussi il y a, parce que pour l'instant, il nous annonçait 3,32 par dollars par action et on serait sur du 4,10 sur le premier trimestre. Donc à voir un petit peu s'ils sont capables de maintenir, ils sont capables de maintenir un petit peu ce comment dire, cette croissance-là. Et on peut voir que si on regarde en termes de bénéfices par action, moi je vais descendre, enfin je vais passer par les free cash flow par action, je préfère en tout cas, hop, et on va être un petit peu conservateur. Moi je trouve qu'on aurait, et on va se mettre ici à 19 parce que je trouve que 19 c'est pas déconnant du tout pour Uber en termes de PE, et on aurait, hop, on aurait quasiment un prix juste autour de 73 $, ce qui nous donnerait actuellement 13% de croissance par an et une marge de sécurité de 7%. Donc, encore une fois, faites vos propres recherches. Mais on aurait une zone d'achat potentiellement intéressante sur Uber, franchement, et c'est pas déconnant du tout. On va aller voir par rapport au plus haut. Je crois que le titre a pas mal souffert en vrai. En Year to Day, il a pris Bagdad, il a pris moins 20%. Et vraiment, par rapport au plus haut de chez plus haut, ça prend un moins 30% chez Uber. Donc là, il y aurait peut-être un truc à faire, hein. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une décélération des BPA. Donc à voir un petit peu si vraiment ça reprend, si vraiment c'est assez marqué ou pas. Mais ceux qui ont envie de tenter le coup Uber, ça peut se faire. On va passer directement maintenant à une autre action que j'avais fait en deep dive, je crois, il y a quelques temps. C'est Nintendo. On peut directement aller voir le cours de bourse. Nintendo qui fait bien évidemment du jeu vidéo, mais aussi qui fait de la propriété intellectuelle avec des films, notamment Mario. Je crois qu'il y a Zelda aussi qui est prévu. Je crois qu'on a même Zelda, si je dis pas de bêtises, Ocarina of Time prévu sur Switch 2. Donc c'est assez hypant. Bon, moi je suis fan de Zelda, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On a quand même un titre qui se prend un moins 50%. Alors quoi? Alors qu'on est vraiment dans le début de vie de la Switch 2, donc on s'attend normalement. J'avais dit en deep dive, mais on a une génération de consoles, on crée une génération de consoles, pardon. Donc on met énormément de pognon dans le développement et dans la création de la console, et derrière on gagne énormément de thunes. Et on peut le voir ici sur les free cash flow, voilà, 2025, on engouffre tous les free cash flow pour la Switch. On perd énormément de pognon là-dessus. Et derrière, normalement, on doit créer des free cash flow. Pour l'instant, c'est le cas, mais c'est pas le cas enfin, c'est pas assez marqué. Et on peut le voir notamment les cycles de console, notamment sur les bénéfices, hein. Voilà, donc là, on a la Wii U qui n'a pas marché du tout. 2017, la Switch qui sort, donc on a énormément de pognon. Là, on en a un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on commence à payer, enfin on baisse un peu nos bénéfices. Pourquoi? Parce qu'on balance énormément de pognon pour la création de la Switch 2 et là on a la Switch 2 qui sort. À voir un petit peu ce que ça va donner sur 2026 et les années suivantes. C'est pour ça qu'ils ont créé ce segment IP avec les films, etc. pour ne plus dépendre du cycle des consoles et il faut absolument qu'ils arrivent à en sortir. Donc on a une marge nette qui va s'effilocher. Pourquoi? Parce qu'on a une Switch qui a été augmenté en termes de prix. Ils vendent la Switch, je crois quasiment pas à prix coûtant, mais pas loin au Japon. Et on a, par contre, faut le dire, une boîte qui a zéro dette. Toutes les boîtes japonaises ont quasiment comment dire, ce point commun de n'avoir pas de dette. C'est de la folie. Niveau valorisation, les amis, on est à 19 de PE, ça se paye 21 en forward. Pourquoi? Parce qu'on attend pareil, hein, une petite décélération en termes de bénéfices par action sur la prochaine année. Pourquoi? Parce que cette année, il y a eu un film Mario. L'année prochaine, il me semble qu'il n'y a pas de film de prévu, donc on aurait des recettes en moins. À voir maintenant si la Switch 2 va se vendre comme des petits pains ou pas, mais on a une augmentation du prix. Donc attention, en termes de PE, ça s'est largement déprécié parce qu'on était parti sur des valos de malade. Et avant, on avait une boîte qui était vraiment pricée que sur des sorties consoles, jeux vidéo, etc. Là maintenant, on a une boîte qui est pricée sur des revenus, on va dire, beaucoup moins cycliques avec les films, etc. Et les revenus IP. Donc à voir, on a aussi comment dire, une zone comment dire, j'ai perdu le nom, mais d'un parc d'attractions du Universal Studio, voilà. Universal Studio qui a fait son parc d'attractions, vous avez un land de Nintendo dedans et ça fait des revenus aussi. Donc là, pareil, on n'est pas loin de mon prix juste en vrai, hein. J'avais 8% de croissance des bénéfices par action et on avait un multiple final de 20. On a des prévisions de 4%, mais on peut aller les voir ici, les amis. Hop, c'est on a du 7%, donc je sais pas pourquoi on nous dit 4. Ouais, on nous dit 4 en prenant 2026 parce qu'on aurait une décroissance des BPA pour 2027. Maintenant, à voir vraiment si ça se réalise. Moi, je trouve qu'on n'est pas déconnant à 8
bénéfices par action, enfin de croissance de bénéfices par action, sachant qu'ils ont énormément de pognon, les amis, en CAF, en trésorerie. Ils pourraient commencer à racheter un petit peu les actions en circulation, ce qui pourrait nous faire des bénéfices par action un petit peu boostés. Moi, je trouve que 8 c'est pas déconnant pour Nintendo, et je pense qu'on est, enfin, la croissance prévue par les analystes, je trouve que c'est vraiment sévère. En tout cas, 4%, je trouve ça assez bas. On serait sur un prix juste maintenant. N'hésitez pas, encore une fois, à aller creuser tout ça. Et je fais tout simplement tout ce travail grâce à l'outil Bagger, les amis. Vous avez 10% à vie sur votre abonnement grâce à mon lien. N'hésitez pas à aller le voir en description. Bagger, c'est l'outil que j'utilise quotidiennement pour trouver les meilleures actions, pour avoir les rapports comment dire, les rapports de résultats, etc. C'est vraiment la pépite que j'utilise au quotidien, qui est développée par des Français. Donc Cocorico, allez les soutenir. Vous avez encore une fois 10% gratuit avec mon lien que je vous donne en description de la vidéo. Et vous avez vraiment 50 000 entreprises. Vous avez l'onglet communauté, vraiment le bazooka. Vous avez énormément de thèses d'investissement sur les sociétés qui peuvent vous intéresser. Donc ça va vous faciliter, voilà, je vais y arriver, vous faciliter grandement le travail. Encore une fois, vous avez 10% de réduction. Utilisez mon lien avec mon code créateur, LogicInvest10, pour avoir vos 10%, soit mensuellement, soit annuellement, et vous avez 14 jours totalement gratuits, les amis. Pas besoin de carte bleue ni rien, pas besoin de coordonnées bancaires. Vous mettez les patounes dessus et vous, tout simplement, vous allez aimer et ne plus quitter Bagger, les amis, tellement c'est vraiment intuitif et c'est un logiciel qui est hyper bien pensé, fait par des investisseurs pour des investisseurs. Maintenant, on va passer à Nvidia. Encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai fait une petite vidéo sur Nvidia, j'en parle très souvent. Actuellement, la valo d'Nvidia, alors je sais, j'ai dit dans les débuts de vidéo que énormément de boîtes, et enfin énormément d'investisseurs n'avaient que des yeux sur la tech. Nvidia, c'est de la tech, certes, mais Nvidia, les amis, ça s'achète à 22 forward PE, je vais y arriver aussi. Ça s'achète cher en termes d'operating free cash flow et de free cash flow normal. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de regarder, hop, dans non, on va pas aller là. On va aller ici dans le quantitatif et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, on va faire, hop, en croissance et on va passer sur du trimestriel, les amis. Et vous allez voir pourquoi, en fait, l'entreprise, pour moi, s'achète à quasiment 22, hop, de PE, enfin à 20 de PE et à 20 de free cash flow. On a une croissance des free cash flow sur le dernier trimestre de 85%, les amis. On a une croissance qui est en train de s'accélérer. On pouvait s'attendre justement à voilà, une croissance qui baisse un petit peu, 74%, 31%. On a une réaccélération sur le Q4 2026. Le Q1, ça reste à 85%, c'est juste incroyable. Et le Q1 27, Q1 26, pardon, il était là. On a une réaccélération. On était à 74% de croissance des free cash flow. On est à 85%. Rendez-vous compte un petit peu de la puissance financière. Hop, on va se mettre en absolu. On est sur des free cash flow sur les 4 trimestres qui arrivent, estimés à 119 millions d'euros. Enfin, oui, sur les 4 trimestres qui arrivent, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du bordel qui nous attend sur Nvidia. Il y a énormément de pognon. Donc là, en plus, l'entreprise va faire du rachat d'actions massif. Je crois qu'il y a 80 milliards plus 36 milliards du plan qui n'était pas utilisé. La boîte n'a pas de dette. On a en plus une boîte qui a créé pour moi deux autres segments. Un segment CPU qui arrive dans les data centers et un segment avec la RTX Spark pour l'IA en local. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Nvidia. Mais en termes de bénéfices, on attend une belle hausse hein, quand même jusqu'en 2030. On peut aller la voir. On peut regarder un petit peu ce que nous prévoient les amis, nos analystes. On a quand même une croissance de 20% par an malgré cette petite décroissance ici. Et hop, si on regarde sur les 3 prochaines années, on a 24% de croissance des bénéfices. Et je trouve en plus qu'on est clairement pas vraiment bullish sur Nvidia en termes d'analyste. 24% aussi du chiffre d'affaires, enfin, c'est quand même de la folie avec des tels montants. Donc pourquoi je dis que ça s'achète 20 fois, on va dire, les free cash flow, 21 fois? Parce que tout simplement, si dans les 4 prochains trimestres, ils arrivent à faire croître leur free cash flow de 50%, vous avez compris que mécaniquement, le prix de votre free cash flow est divisé par 2. Donc pour moi, actuellement, on n'est pas cher du tout sur Nvidia. Pareil, 20 forward PE, si vous avez 4 trimestres avec des BPA enfin des BPA estimés qui arrivent juste, on est à 20 PE pour Nvidia. Clairement, pour moi, l'action, c'est pas non plus les soldes du siècle à 205 $. J'ai un prix juste très conservateur, encore une fois, à 210. Moi, je suis rentré énormément à 170. Donc, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'en reprendre si on n'arrive pas sur
on n'arrive pas sur des 200, enfin sur des 180 dollars, je ne reprendrai pas de Nvidia, je laisse ça, on va dire, aux autres investisseurs. Mais clairement, quelqu'un qui arriverait dans le game actuellement, qui voudrait se faire une première position sur les semi-conducteurs, Nvidia à ce prix-là, je pense qu'il faut creuser tout ça, les amis. Et Nvidia nous amenant tout naturellement à Microsoft. Microsoft, eh ben, qui patine, les amis, 387 dollars. On va aller voir le cours de Microsoft. Alors moi, j'en avais racheté ici, j'en avais racheté trop tôt, bien évidemment, comme d'habitude. Mais ouais, j'en avais racheté ici à 130 dollars et j'en avais racheté là à tout petit peu moins de 400. Bien évidemment, c'est tombé à 350 dollars. J'en ai pas racheté parce que j'en avais déjà acheté avant. J'aurais pu, mais là, je vais me laisser peut-être tenter pour le mois de juillet sur Microsoft, à voir un petit peu. On avait pas mal remonté, hein, ceci dit, on avait pris quasiment 30% là entre les plus bas et les plus hauts de fin mai. Donc l'action était quand même remontée un petit peu. Quantitativement, bah voilà, c'est très très propre Microsoft, on va pas se mentir, hein. Hop, on va dézoomer un petit peu. Il y a très peu de boîtes qui peuvent se targuer vraiment d'avoir des croissances à ce point magnifique. Idem pour les free cash flow, clairement. Depuis que Satya Nadella arrive, 2014, hop, on est ici. On a vraiment, hop, de 2017 à 2026, on a vraiment une croissance de dingue, on peut aller la voir, hein. Mon bon vieux Satya Nadella. On a, en CAGR, on a que 8%. Pourquoi? Parce qu'on partait déjà de haut et on a une décroissance des free cash flow un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de CAPEX, les amis. Mais si on enlève, hop, les années où ils étaient vraiment ouais. On a que 10% en CAGR, en vrai, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux, mais bon, en vrai, c'est pas déconnant du tout, sachant que, hop, la boîte est réellement boudée. Par contre, en termes de comment dire? De bénéfices, on attend vraiment une augmentation des bénéfices, hein, 18% de croissance. Idem pour j'imagine pour les revenus. Par contre, niveau finance, on va aller voir ça. Ce qui va être important sur Microsoft, c'est regarder les operating cash flow. Pourquoi? Les free cash flow, il n'y en aura quasiment plus. Ils vont tout mettre dans les CAPEX, hein, donc dans les créations de data centers. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on ait une croissance des operating free cash flow. Enfin, des operating cash flow, pardon, pas free cash flow. Et on a vraiment une croissance. On est sur du double digit, à part sur 2023 où la boîte a fait une année assez moyenne. Sinon, on est sur globalement une croissance à 2 chiffres. Sur 2015, c'était assez pourri. Mais là, depuis que Satya Nadella est là, franchement, il faut rendre César ce qui appartient à César. On est passé de 32 milliards d'operating free cash flow à 136 milliards en un petit peu moins de 10 ans. Donc, enfin, un petit peu plus de 10 ans, pardon. C'est quand même notable sur une entreprise qui était dans une merde noire, hein. Ils avaient raté le segment téléphone. L'OS, on peut pas dire que ça soit incroyable. Et on a heureusement la suite 365 qui sauve un petit peu le tout. On a aussi le Game Pass, mais bon, on va pas parler du Game Pass ici, on va pas parler des choses qui fâchent. Mais actuellement, ça s'achète, pardon, 22 fois les bénéfices, 20 fois en forward PE. Ça s'achète 16 fois les operating cash flow. C'est très peu par rapport à la médiane, notamment aussi sur le PE et le PE forward. On aurait potentiellement, alors, moi je vais attendre un petit peu, mais aux alentours de, enfin, quelqu'un qui n'a pas de Microsoft, qui voudrait rentrer dans Microsoft aussi, je pense qu'on a une première zone d'achat qui est intéressante, et pourquoi pas rentrer en fractionné et lisser comment dire, ses entrées sur Microsoft, et à 350 dollars, moi je vous le dis franchement, je trouve qu'on a une boîte qui est actuellement à un prix assez sympa en termes de forward, de PEG ratio et de PE aussi, 22, 23 fois les bénéfices. C'est pas déconnant du tout quand on voit la médiane, etc. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que Microsoft met tout son pognon dans du CAPEX. Donc ça à prendre en compte. Est-ce que vous avez peur de l'IA? Est-ce que vraiment l'IA va tenir ses promesses, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à le monétiser? Il y a quand même des questionnements sur Microsoft, mais je trouve que la boîte est assez intéressante à ce prix-là, les amis. On va passer à Mastercard. Mastercard, puis pareil, hein, depuis quelques années, patine dans la smoule. Voilà, si vous avez acheté du Mastercard, on va se mettre ici on peut même aller plus loin en vrai, hein. On va aller 18 octobre 2024, hein, donc hop, un petit peu moins de 2 ans. Et ben vous auriez tout simplement fait du moins 4%, clairement. Moi, j'en ai acheté ici, je crois qu'à 500 dollars, j'en ai racheté. Et pourquoi c'est intéressant maintenant par rapport beaucoup plus qu'en 2024? Parce que les 2 ans passant, vous avez eu des multiples qui se compriment. Pourquoi? Parce qu'on a eu une croissance des free cash flow par action, des BPA par action, et le cours n'a pas bougé. Donc mécaniquement, bah, vous avez une compression du PE, une compression du forward PE, une compression du prix sur les free cash flow et les prix sur operating cash flow. Donc vraiment, je trouve que Mastercard pour comment dire, pour mettre une petite touche or,
tech dans un portefeuille, ça peut être très intéressant. Maintenant, si vous êtes, un peu frileux dans tout ce qui va être, paiement account to account et cetera avec les Wero et d'autres, je peux comprendre, mais clairement, on a des marges, de zinzin. On n'a pas de capex encore une fois, hein. Les boîtes sans capex, maintenant sont très rares, donc c'est toujours très intéressant. Un HeroIC de zinzin, on a un petit peu de dette, mais sur l'EBITDA, c'est que dalle. On a une boîte qui rachète énormément d'actions, on avait 1 milliard d'actions en 2016. On en a plus que 891 millions. On a un dividende qui augmente aussi, qui est en augmentation de quasiment 16% sur les 5 dernières années, 16,70% sur les 10 dernières années. En plus, ça vous protège de l'inflation, les amis. Donc clairement, on a une très très belle boîte et elle commence à être à une valo sympa. On peut aller voir en termes de médiane, clairement, ça se payait cher avant. Il y avait vraiment un premium sur Mastercard. Et on peut aller voir mon prix juste. D'ailleurs, j'ai pas donné mon prix juste enfin, j'ai pas donné sur Microsoft, mais bref. C'est pas très grave. En termes de free cash flow par action, il y a pas de, comment dire? Il y a pas de capex, donc il y a pas besoin de regarder les operating cash flow et moi je trouve qu'avec une croissance de 11 par an des free cash flow, un multiple final de 26, ça nous donnerait actuellement un prix juste de 504 avec du 12 par an et une marge de sécurité seulement de 3. C'est pour ça que j'en ai pas acheté énormément, c'est que bon après je suis quand même conservateur, hein, parce que depuis 10 ans, ça fait du 17 de croissance de free cash flow par action. Moi, j'ai noté, je me suis noté une petite, décélération sur Mastercard pour me protéger un petit peu. Vous voyez que si on part, je sais pas, on va dire un consensus un peu plus optimiste, on arriverait sur des prix justes, qui sont pardon, bien plus intéressants et avec des marges de sécurité bien plus intéressantes. Et je préfère me protéger un petit peu, me dire: «OK, bon, ça me paraît correct et j'aime bien cette zone de 500 pour Mastercard, je trouve qu'elle est intéressante. Je n'irai pas renforcer au-dessus, c'est pour ça que j'en ai repris d'ailleurs au mois de juin, les amis. On va passer aussi à Meta. Donc Meta qui, pareil, hein, qui souffre. On a pas mal d'entreprises qui souffrent. Meta, ça se paye 20 fois les bénéfices, 18 fois en forward PE. Ça se paye 11 fois les operating cash flow. Ça s'est clairement pas payé ce prix-là depuis un petit moment. Je crois que depuis quasiment 2000. J'avais regardé ça, mais j'ai plus de mémoire. Ouais, voilà, depuis 2023, quoi, hein, ça s'est pas payé aussi peu cher en termes d'operating cash flow. On n'est pas sur les 4 d'operating cash flow de 2022. Clairement, 2022, on nous disait que la boîte était tout simplement morte, hein. J'en aurais acheté à ce prix-là, je vous le dis, hein. Si ça retombe à 4, j'en achète. Mais bon, Meta, voilà, c'est de la pub. On a la moitié de l'humanité sur les réseaux sociaux Meta. Bref, on va pas refaire le discours. On a quand même des bonnes prévisions aussi, hein, sur Meta. On peut aller voir ça, on a du 16% de croissance. Après, c'est des prévisions, bien évidemment, mais on a quand même de la prévision de croissance, hein, et on a du 14% pour les bénéfices. Maintenant, énormément de pognon passe dans le free cash flow. Le free cash flow, je vous le dis, vous le voyez là, hop, il n'existe plus. Il n'y a plus de free cash flow, c'est fini. Est-ce que j'en peux voir d'ailleurs sur le dernier trimestre? Ce qui me semble que c'est en free cash flow négatif, hein. Quoique, non. En Q1, ils auraient 13 milliards de free cash flow encore, ces petits coquins là? Comment ça, ils l'ont pas tout bouffé? Mais bref, je vous le dis, fin d'année, il n'y a plus de free cash flow sur Meta. Les free cash flow sont tous bouffés sur le CAPEX tout simplement. On a une boîte qui fait du rachat d'actions quand même, 26 milliards en 2025, c'est quand même à noter, hein. 26 milliards de free cash flow, ça déconne pas du tout. Donc j'imagine, voilà, on était sur quasiment 3 milliards d'actions en circulation en 2016. On est à 2,5, donc ça rachète massivement depuis 2022, sinon ça rachetait pas beaucoup, hein. Par contre, regardez, voilà, ils ont, une dette, qui commence à peser. Toute proportion gardée, mais par rapport à l'EBITDA, non, mais on a quand même 86 milliards de dettes, sachant qu'on a une trésorerie de 20 milliards, une trésorerie qui a été divisée par 2 depuis 2024, hein, donc c'est à prendre en compte et on avait avant, tout ça, une boîte qui n'avait pas de dette. Donc là, il y a quand même une dette qui existe, il y a un dividende qui est donné, je ne sais pas pourquoi ils ont donner du dividende, mais enfin bon, ils l'ont fait, c'est très bien, mais après ça pèse pas sur le free cash flow, c'est que 7%, mais les 7%, sachant que tout le free cash flow quasiment de Meta va passer dans les CAPEX, ça aurait été intéressant pour la boîte qu'elle ne donne pas de dividende, pour moi, en tout cas pas tout de suite. Donc maintenant qu'on sait que les free cash flow ne vont pas augmenter et vont quasiment être à zéro, on va regarder quelle croissance des operating cash flow vont être possibles d'estimer sur Meta. Donc on peut voir qu'on est sur du, double chiffre, hein, à part 2020 et 2022 aussi où là on avait une décroissance, des operating cash flow. Sinon on est sur du 40, 28, 26. Donc on aurait quand même une petite décélération depuis, 2023, à voir un petit peu si ça se concrétise. Mais clairement nous on va, hop, on va passer en operating free cash flow. Hop, on va se mettre ici et on va, ouais non, calmez-vous là par contre, hein.
putain, mais comment ça me donne autant de... En vrai, quand même, un préjudice de zinzin. Après, voilà, historiquement, ça s'est pas payé non plus en termes de d'operating free cash flow. Ça se paye 14 fois la moyenne, hein, les amis, hein, donc on va se calmer. Hop, voilà, on aurait quasiment... Je pense qu'on peut augmenter un petit peu là. Moi, j'avais, on va dire, en étant très conservateur, je pense que 10% de croissance des operating free cash flow, c'est un minimum, j'ai envie de dire. Je pense que voilà, on peut passer de 20 à 10 en étant très conservateur. Un prix sur operating free cash flow de 15, ouais, on est à 15 en moyenne, donc on peut se mettre un petit malus un petit peu là-dessus. Hop, on va se mettre du 13 et on va enregistrer tout ça. Ça nous donnerait un prix juste, ouais, je pense qu'on peut même se mettre 11 parce qu'on est tellement conservateur là. Ça nous donnerait un prix juste autour de 610 $ en étant, encore une fois, ultra conservateur. Donc notre marge de sécurité, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on l'a prise ici, mais on en a quand même. On aurait du 13% par an et du 7% de croissance de marge de sécurité. Et en étant beaucoup moins conservateur, parce que je vais regarder un petit peu, hop, si on dézoome, ouais, voilà, si on dézoome sur l'histoire de Meta, ça se paye 20 fois les operating free cash flow. Depuis 10 ans, c'est 17 et depuis 5 ans, c'est 15. Donc vraiment, on est ultra conservateur ici. On pourrait largement se mettre un 15, je pense. Et là, on aurait vraiment un gros rendement et une marge de sécurité encore plus suffisante sur Meta. Donc clairement, Meta, pour moi, ça peut être un coup à jouer pour quelqu'un qui veut s'acheter un hyperscaler à un prix bradé et se dire, voilà, peut-être que pas le garder éternellement dans le portefeuille, mais peut-être jouer un bagger tout simplement, hein. Pourquoi pas un méta en x2 à 2030, un méta qui coterait à 1000 $ en 2030. J'irai pas mettre ma maison en jeu, que ça ne soit pas le cas, clairement. On va parler maintenant du massacre du moment Adobe, hein. Adobe qui se fait charcuter, clairement. C'est Verdun, c'est les plages de Normandie, c'est terrible hein, ce qui se passe sur Adobe. Voilà, la personne qui l'a acheté au plus haut, donc bien évidemment personne n'achète au plus haut, mais à part moi, j'ai pas acheté Adobe, hein, bien évidemment, mais hop, c'était pour la petite blague, on est sur du moins 64%, pas au plus haut, mais presque. Donc là, ça ne rigole zéro, et pourtant, les résultats sont tombés il n'y a pas très longtemps d'Adobe. On a une croissance encore assez sympa, je crois. Alors, je sais pas si ça a été mis à jour sur, hop, 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 sur le trimestriel. Est-ce qu'on a le Q1, est-ce qu'on a le Q1, est-ce qu'on a le Q1, les amis? On a même le Q2, pardon. On a le Q2 2026. Ouais, mais attendez, est-ce que c'est une boîte qui clôture le 31 attendez, est-ce qu'on a déjà les résultats ici? Ouais, les résultats ont été donnés. Ouais, non, c'est bien le Q2 2026, il n'y a pas de problème, les amis, hein. C'est le Q2 2026 qui est tombé. Hop, on va aller voir justement en termes quantitatifs, en termes de free cash flow, ce que ça a donné pour ce trimestre par rapport hop, à il y a un an déjà. On est sur 2 milliards de free cash flow de créés et le Q2 2025, on était sur 2,1 et on a une petite baisse, mais c'est pas non plus déconnant en vrai, hein. Et si on dézoome un petit peu, est-ce qu'on a le Q2 2024? Le Q2 2024, ouais, on a quand même une hausse. Donc on nous annonce une entreprise qui est quasiment morte, hein. Quand on va aller voir côté valorisation, maintenant, tous les gens que j'écoute parler d'Adobe, etc., tous les utilisateurs en tout cas, n'aiment pas la boîte. Elles la trouvent pourrie. Enfin, j'écoute personne parlant bien d'Adobe. Pourtant, bah, quand on regarde les chiffres, etc., les KPI, les marges, tout, en fait, on a une société bah, et qui fait du rachat d'actions déjà massif aussi, hein, mais on a pourtant des bons chiffres. Donc, est-ce que c'est une value trap ou pas? J'en sais rien. Mais clairement, ça s'achète 11 fois de PE, 8 en forward PE, ça s'achète 8 fois les free cash flow, 7 fois les operating cash flow. Enfin, là, il y a un moment où soit la boîte va mourir dans les 3 prochaines années, soit c'est comment dire, c'est le plus gros retournement quasiment, peut-être pas de l'histoire, mais on n'est pas loin, quoi. Pour le prix, en tout cas, ça se price combien là? On va parler même en free cash flow. On a une moyenne combien de free cash flow là? Bah alors j'imagine qu'elle ouais, elle est à 28. Sur les hop, on a 28, donc on va lui mettre un petit malus, hop, on va la mettre à 18 et on va baisser un peu la croissance des. Putain, mais c'est de la folie hein, par contre, hein. Alors on nous annonce quoi? On nous annonce que même pour. Ouais, non, mais là, on nous annonce vraiment pas de croissance, hein. Clairement, pour ne pas gagner d'argent avec Adobe, il faudrait que la boîte fasse moins de 3% de croissance des free cash flow sur les 5 prochaines années et qu'elle ne s'achète en dessous de 14, de 14 fois ses free cash flow. Maintenant, est-ce que vous êtes à l'aise à partir sur une boîte comme Adobe? Mais en termes de métriques et de ratios, etc., c'est vraiment. On a une boîte qui est totalement asymétrique à ses free cash flow par action, mais d'une puissance incommensurable.
Tous les gens qui ont vraiment une conviction sur la boîte, bah, j'ai envie de vous dire, mais renforcez-moi ça, hein, si vraiment vous en avez. Moi, franchement, j'en ai pas forcément et j'ai pas envie de rentrer dessus parce que j'ai plus l'impression qu'on a un couteau qui tombe, même si on va pas se mentir, résultat après résultat, on a des bons résultats sur Adobe, bordel de ménard. Les revenus d'abonnement pour les professionnels et consommateurs a atteint 1 milliard de dollars en hausse de 15% sur un an. Les utilisateurs actifs d'Acrobat et Express ont dépassé les 850 millions et en croissance de 20% sur un an. Qu'est-ce que vous dites? La R d'Adobe AI Assistant a triplé en un an. Bref, je vais pas vous refaire les résultats d'Adobe, mais on a clairement une boîte pour moi qui se fait matraquer. Maintenant, est-ce que c'est comment dire, mérité ou pas, j'en sais rien, mais tous ceux, je crois que le titre d'ailleurs était un petit peu moins de 200 $, mais tous ceux qui ont acheté en dessous de 200 $, je vous le dis, soit la boîte est morte dans 3 ans, soit vous allez faire un, magnifique x3 ou x4 sur Adobe d'ici les 5 prochaines années, à voir un petit peu ce qui se passe. Dernière société dans laquelle on va parler aujourd'hui, on va parler de Booking, pour finir les amis. On est tous Booking, on a tous réservé au moins une fois des vacances sur Booking. On va vite fait parler des KPI de Booking, hein. Donc on a en termes de nuitées réservées, on a une croissance magnifique les amis, 10% de croissance. Les réservations de voitures, bien évidemment, tout est faussé à cause aussi du Covid, donc ça a mis un petit moment à revenir, mais on a 88 millions de véhicules réservés. Pareil pour les billets d'avion, en croissance de 23% par an. On a vraiment tout, qui est en croissance sur la boîte et en termes de valo, on va aller voir ça. Mais pareil, elle a pris un missile Scud. Donc on nous annonce quoi là? Qu'est-ce qu'ils nous annoncent les analystes là jusqu'à 2030? On nous annonce une croissance, on va dire, enfin mollasse, un petit peu mollassonne, hein, de ouais 7-8% de croissance de chiffre d'affaires, mais pas déconnant non plus, hein. On ne nous annonce pas forcément de décroissance ou une toute petite croissance. En termes de bénéfices, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on a une excellente marge. On a 22% de marge nette, une marge brute de 86%. C'est de la folie, les amis. Et encore une fois, on a une boîte qui n'a pas de CAPEX, les amis. Et ça, actuellement, c'est pour moi quelque chose qu'on doit pouvoir rechercher, hein. On a un ROIC qui est tout simplement excellent, pardon, 46%. On n'a pas de dette par rapport au cash, là, il y a pas de problème là-dessus. On a racheté nos actions comme des Inzitos, donc ça là-dessus, il y a aucun problème. Le côté quantitatif, c'est juste incroyable. Maintenant, on a 2 narratifs sur Booking. On a le problème de la guerre en Iran avec énormément de vols annulés, vers ces destinations, aussi vers l'Asie, qui était lié enfin le comment dire? Le Moyen-Orient qui était un hub un petit peu pour partir en Asie et on a justement ce prix du pétrole qui empêche énormément d'avions de décoller, hein. Beaucoup d'avions ont été annulés, bref, je vais pas vous refaire le dessin. Et on a le narratif IA aussi, où apparemment l'IA allait disrupter Booking. Moi, je n'y crois pas une seule seconde à tout ça. C'est pour ça que j'en ai acheté à ce niveau de valorisation. J'en ai pas acheté avant dans le portefeuille. Pourquoi? Parce que Booking avant c'était 4 000 $, je crois, hein. Ils ont fait un split. Enfin, ça te déséquilibrait un portefeuille d'une force surhumaine. Donc moi là-dessus, j'étais plutôt, un petit peu contre à 4 000 $. Maintenant avec un split, l'action est à 150-160, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ça se paye 21 fois les bénéfices, 15 fois en forward PE. Est-ce qu'on va arriver à ce 15 de forward PE par contre? Ça quand même assez agressif en termes de croissance, mais on verra bien. 14 fois les operating cash flow, 15 fois les free cash flow, donc je trouve que c'est très intéressant aussi. Quand on regarde le forward PE sur les 5 dernières années, il était de 30. Actuellement, on achète la boîte à 15. On achète la boîte vraiment bradée, les amis. Pareil pour les free cash flow. On va regarder ça, il n'y a pas de capex, donc c'est free cash flow. On va regarder un petit peu la croissance par action, ça donnait quoi là depuis, hop, on va dire depuis 2023. Ça nous a donné une croissance de 13% par an. Maintenant, on va se dire la croissance de 13% par an, on la target. On va mettre hop du 6,5. On aurait un prix juste de 180 $. Par contre, je vais pas regarder mince. Hop, depuis 10 ans, ça se paye ouais, 18 fois. Ouais, ça se paye 19 fois maximum quand même. Donc on va être un peu conservateur aussi. Et actuellement, on aurait un prix juste. Hop, si on est vrai là par contre on est vraiment conservateur, hein, 6,5, on a coupé la croissance, des free cash flow par action, on l'a divisé par 2, sachant que la boîte fait 2,5 de rachat d'actions par an. Donc en fait, au lieu d'avoir 6% de croissance, de free cash flow, vous en avez besoin que 4 organique et vous avez 2% via les rachats d'actions. Donc là, ça commence à être très intéressant, donc on pourrait même se mettre à 7,5, donc on serait pas déconnant du tout et on aurait un prix juste autour de 171 $. Actuellement, on est quasiment bon. On aurait 12% de croissance par an avec une marge de sécurité, mais la marge de sécurité, moi, je la prends ici. Si on est vraiment un petit peu moins sécurisant, mais qu'on veut une grosse marge de sécurité, bon, on pourrait très bien se dire 11. On aurait bien réduit les free cash flow par action. Et le multiple final de 18, c'est ce qu'on paye historiquement.
et actuellement, on aurait une marge de 18%, un rendement de 17. Bref, moi, je préfère être conservateur dans mes paramètres et hop, ça m'a plutôt porté chance jusqu'ici. Et on aurait un prix juste actuellement qui sera à 171 $. Donc on aurait actuellement une boîte qui serait sympa. Maintenant, je pense qu'il faut être patient. Vous n'allez pas faire x2 avec Booking dans les 2 prochaines années, clairement. Mais il y a peut-être un coup à jouer sur 5 ans d'avoir vraiment une bonne petite croissance sur Booking. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire. Ça fait énormément plaisir. On va rusher les 1000 abonnés avant simplement le mois d'août. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est qu'en investissement, investir est une formidable raison d'être heureux.